Marchez le long d'un train de marchandises dans n'importe quelle gare de triage en Amérique du Nord et regardez l'espace entre deux wagons. Ce qui s'y trouve, c'est une main en acier moulé, haute de 28 cm, avec un doigt recourbé, tendu vers le doigt recourbé du wagon derrière. Chacune d'entre elles a exactement la même forme, mais une machine conçue pour résister à près de 300 000 kg de traction n'a aucune raison évidente d'imiter l'anatomie humaine. Alors pourquoi le fait-elle? La réponse commence avec un commis de mercerie à Alexandria, en Virginie. Avant la main d'acier, les chemins de fer américains reliaient leurs wagons avec un maillon de fer et une broche enfoncée par gravité. Le maillon était un ovale plat en fer forgé, d'environ 30 cm de long. La broche était une grosse cheville métallique qui tombait à travers une fente dans la tête d'attelage et emprisonnait le maillon à l'intérieur. Rien dans ce mécanisme n'était compliqué, et pendant les 50 premières années du chemin de fer américain, rien n'était moins cher à couler, ni plus facile à remplacer. Le problème résidait entièrement dans la manière dont il fallait l'utiliser. Un serre-frein s'avançait dans l'espace entre deux wagons de marchandises, tenant le maillon de fer stable d'une main et la broche prête dans l'autre, pendant qu'une locomotive de manœuvre poussait plusieurs tonnes de wagons chargés vers sa poitrine. Il devait guider le maillon dans la poche de la tête d'attelage qui arrivait en face et laisser tomber la broche à l'instant précis où les deux faces se rencontraient. S'il estimait mal la vitesse de rapprochement, le fer lui prenait les doigts. Si ses bottes glissaient sur le ballast mouillé ou sur la glace, il y perdait bien davantage. Les gares de triage avaient développé un test d'embauche pour cela. Quand un homme se présentait dans un bureau de manœuvre à Chicago ou à Kansas City pour chercher du travail, le chef de triage lui demandait de montrer ses mains. Des doigts manquants signifiaient un vétéran qui comprenait le rythme. Un jeu complet de doigts signifiait un débutant, et un débutant maniant le maillon et la broche était un danger pour tous les hommes autour de lui. À quel point cela était-il fréquent? L'arithmétique derrière ces chiffres mérite qu'on s'y arrête. Entre 1877 et 1887, environ 38% de tous les accidents de cheminots aux États-Unis survenaient lors de l'attelage. En 1888 à lui seul, l'attelage a tué environ 300 hommes sur les chemins de fer américains et en a blessé plus de 6700 autres. En 1893, un cheminot travaillant dans une gare de triage avait à peu près une chance sur 9 d'être blessé au travail en une seule année. L'extraction du charbon était la seule profession américaine qui enterrait plus d'hommes, mais le détail qui rendait le maillon et la broche mortels était le même détail qui les faisait fonctionner. Des attelages lâches donnaient du mou à un long train de marchandises, et ce mou permettait à une locomotive de mettre en mouvement un convoi lourd wagon par wagon, au lieu d'essayer de déplacer tout le poids d'un coup. Le jeu était une fonctionnalité. C'était aussi la raison pour laquelle un homme devait se tenir au milieu, les mains tendues. Elahi Hamilton Janney est né dans le comté de Loudoun, en Virginie, en 1831, dans une famille Quaker éminente venue du sud de la Pennsylvanie. Avant la guerre de sécession, il cultivait un peu, tenait un petit magasin de campagne et servait comme maître de poste local. Quand la guerre éclata, il s'engagea dans l'armée confédérée, s'éleva au rang de commandant et servit comme intendant sur l'état-major de Robert E. Lee. La guerre d'un intendant est une guerre de matériel roulant. Il aurait passé 4 ans à regarder les approvisionnements circuler sur des voies endommagées, et Alexandria, où il fut libéré sur parole et s'installa en 1865, était un nœud ferroviaire saturé d'ateliers et d'accidents. Il prit un emploi de commis dans un magasin de mercerie sur la rue King. Selon tous les témoignages, les blessures qu'il avait vues dans les gares de triage ne l'avaient jamais quitté. Mais comment un homme sans formation d'ingénieur parvient-il à concevoir un mécanisme qui survit à toutes les autres pièces du train? L'instant qui produit si la forme ne s'est pas produit dans un laboratoire ni dans un bureau d'études. Assis à son poste de travail un jour, Janney accrocha les doigts de ses 2 mains l'un à l'autre, pliés aux articulations, et regarda ce qu'il avait créé. La prise était solide sous tension. Elle se défaisait à l'instant où l'une des 2 mains se relâchait. Alors il commença à sculpter l'idée dans un bloc de bois pendant ses pauses déjeuner, taillant une version après l'autre jusqu'à ce que le mécanisme fasse ce que ses doigts avaient fait. Quand vint le moment de déposer un brevet, il ne pouvait pas produire de dessin mécanique.
Alors il paya un dessinateur pour mettre le modèle en bois sur le papier. Son premier brevet, délivré le 21 avril 1868, couvrait un attelage qui fonctionnait sans qu'un homme se tienne entre les wagons. La version qui comptait vraiment vint 5 ans plus tard. Le 29 avril 1873, le Bureau américain des brevets lui accorda le brevet numéro 138 405 et dans sa demande, Gianni formula une revendication qui se lit presque comme un défi. Son attelage, écrivait-il, ne pouvait se découpler à moins que les wagons ne quittent la voie. Cependant, la forme n'a pas été choisie par sentiment. Regardez le moulage de près, et la ressemblance se révèle plus littérale qu'une simple métaphore ne l'exigerait. Les deux doigts recourbés ne se ferment pas en point. Ils restent ouverts, crochetés à la deuxième articulation, exactement comme vos mains se positionnent quand vous les entrelacez et que vous tirez. Cette géométrie résout 3 problèmes à la fois. La tension enfonce les 2 phalanges plus profondément l'une dans l'autre au lieu de les écarter, de sorte que plus le train tire, plus la prise se resserre. Il suffit qu'une seule des 2 phalanges soit en position ouverte pour que l'attelage se fasse, ce qui signifie qu'un équipage n'a jamais besoin de préparer les 2 wagons. Et parce qu'un doigt recourbé a de la profondeur, les 2 faces se trouveront tout de même quand un wagon roule 1 ou 2 centimètres plus haut que son voisin, ce qui arrive constamment dans un parc de matériel roulant hétérogène sur des voies inégales. Mais il existe une preuve encore plus claire que la main était plus qu'une métaphore passagère, et elle réside dans le vocabulaire du métier. Les ingénieurs qui héritèrent du design ressentirent eux aussi la ressemblance, car le vocabulaire n'a jamais quitté l'atelier. Un attelage moderne possède une phalange, une gorge, un nez, un moyeu, une queue et un bras de garde. Le noyau de fonderie, qui forme l'intérieur cru du moulage, s'appelle le noyau du doigt. Plus d'1 siècle et demi après qu'un commis de magasin en Virginie eut entrelacé ses mains, les manuels d'atelier d'une aciérie de Pittsburgh décrivent encore la pièce dans le langage de l'anatomie humaine. Soutenu par quelques amis qui avancèrent l'argent pour 4 moulages d'essai, Gianni fit tester son attelage sur une petite ligne locale de Virginie, puis sur des voitures de voyageurs du Pittsburgh, Fort Wayne et Chicago Railway en 1874. Ça fonctionna. Le Pennsylvania Railroad l'adopta, et d'autres compagnies suivirent lentement. Alors si le dispositif fonctionnait, et si les chiffres des blessures étaient publics, pourquoi le maillon et la broche ont-ils survécu encore un quart de siècle dans les gares de triage américaines? Parce qu'un attelage n'est pas une décision de sécurité. C'est une décision de capital. Il y avait environ 375 000 wagons de marchandises en circulation aux États-Unis vers 1880, et chacun d'entre eux aurait eu besoin de nouveaux équipements, de nouvelles poches, de nouveaux systèmes de traction. Quand les réformateurs pressaient les chemins de fer sur ce sujet, la réponse habituelle de la direction était que la conversion serait impraticable. Le mot faisait un gros travail. Il signifiait coûteux. L'homme qui refusa d'accepter cette réponse était un fermier. Lorenzo Coffin fut élevé dans le New Hampshire, formé à Oberlin, et cultivé dans le comté de Webster, dans l'Iowa, quand il vit un cerfran sur un train de marchandises rater un attelage et tomber au sol avec 2 doigts en moins à la main droite. Coffin commença à poser des questions et ne s'arrêta jamais. Il était largement considéré comme un excentrique. En 1883, l'Iowa le nomma premier commissaire ferroviaire de l'État, ce qui donna à l'excentrique un bureau. L'argument de Coffin seul n'aurait probablement pas suffi, et c'est là que l'histoire pivote sur autre chose que la conscience morale. En 1886 et 1887, le Chicago, Burlington et Quincy mena une série d'essais exhaustifs de freins à air comprimé sur ces lignes de l'Illinois et de l'Iowa, envoyant des convois de 50 wagons sur de longues pentes sous les yeux de la presse spécialisée ferroviaire. Les essais prouvèrent qu'un frein à air Westinghouse amélioré donnait aux mécaniciens un contrôle réel sur un train lourd. Les essais du Burlington produisirent aussi un second constat que personne n'avait cherché. Le mou était indésirable. Pour qu'un train s'arrête comme une unité sous freinage pneumatique, les wagons devaient être maintenus serrés les uns contre les autres, et le maillon et la broche existaient pour faire exactement l'inverse. Ce fut le moment
où le vieil attelage cessa d'être simplement cruel et devint techniquement obsolète. Le frein à air était ce que les chemins de fer voulaient pour leurs propres raisons. Et le frein à air ne fonctionnait pas correctement sans une connexion rigide. La main de Gianni entra en service sur les wagons de marchandises américains parce que la physique du freinage et l'économie des trains plus longs s'alignèrent enfin derrière la même réponse que les rapports d'accident donnaient depuis 20 ans. Pendant que le débat sur les équipements de sécurité se déroulait dans les revues spécialisées et les salles de comité, un second problème se construisait en dessous, et il n'avait rien à voir avec les statistiques de blessures. À quoi sert un attelage automatique s'il ne s'accouple pas au wagon derrière lui? Des dizaines d'inventeurs avaient des attelages automatiques vers le milieu des années 1880, et presque aucun ne s'accouplait aux autres. Un Burns ne prenait pas un Gould. Un Charun ne prenait pas un Tower. Des wagons qui ne pouvaient pas se connecter, ne pouvaient pas être échangés entre compagnies ferroviaires, et l'échange était toute la logique commerciale d'un réseau ferroviaire national. Si c'est le genre de contenu que vous voulez voir davantage, l'ingénierie sous le chemin de fer, vous abonner permet d'en avoir d'autres. L'Association des Master Car Builders prit le problème au sérieux en 1885, testa les candidats sérieux les uns contre les autres, et en 1887, accepta d'adopter le modèle Gianni comme standard. La résolution n'avait aucune force contraignante. C'était une recommandation d'un organisme professionnel à ses propres compagnies membres, et l'adoption resta volontaire et lente. Alors qu'est-ce qui a véritablement fixé la forme? La décision fut prise l'année suivante dans une salle de comité, et elle était plus étroite que ce qu'on suppose généralement. En 1888, l'association persuada les détenteurs de brevets de renoncer à leurs droits sur une seule chose, le contour. Le mécanisme de verrouillage resta propriétaire, ainsi que chaque pièce à l'intérieur du moulage. Ce que les détenteurs cédèrent, c'était le contour de la face d'attelage, le profil là où deux mains se rencontrent, et tout ce qui se trouvait derrière cette face resta ouvert à la concurrence. Ce choix unique explique en grande partie pourquoi le design a survécu. Les fabricants continuèrent d'inventer furieusement à l'intérieur du moulage, tandis que l'interface restait figée. On dit qu'un fournisseur a proposé 119 modèles différents de phalanges au début du XXe siècle, tous mutuellement compatibles, et tous un casse-tête de maintenance pour quiconque réparait un wagon étranger. Le métier résolut cela plus tard, en standardisant aussi les pièces internes. D'abord avec l'attelage de type D, puis avec le contour en ligne droite adopté en 1918. Les premières phalanges comportaient même une fente verticale à travers le doigt pour qu'un wagon moderne puisse encore s'atteler à un wagon survivant à maillon et broche, ce qui est une petite courtoisie d'ingénierie qui vous dit à quel point le changement fut progressif. Le Congrès fut le dernier à bouger. Coffin rédigea une loi d'État sur les équipements de sécurité. Villayua l'a votée, et les chemins de fer l'ignoraient. Et il continua de faire campagne au niveau national. Le 2 mars 1893, le président Benjamin Harrison signa la loi fédérale sur les équipements de sécurité, exigeant des freins à air et des attelages automatiques sur les wagons en commerce interétatique. Harrison tendit le stylo de signature à Coffin. Les compagnies demandèrent plus de temps et l'obtinrent, et la loi ne prit pleinement effet qu'en 1900. L'effet par la suite apparaît davantage dans les statistiques que dans les gros titres. Les décès parmi les cheminots diminuèrent d'environ un tiers entre 1893 et 1908, alors même que le nombre d'hommes employés augmentait considérablement. En 1902, l'attelage ne représentait plus qu'environ 4% des accidents en gare de triage, contre près de 40 auparavant. L'insigne des doigts manquants cessa d'être une condition d'entrée dans le métier. Alors qu'est-ce que l'inventeur a ramené de tout cela? Presque rien. À court d'argent en 1878, il vendit ses droits de brevet en bloc à la Muconway and Torley Company de Pittsburgh pour une somme forfaitaire modeste et ne toucha aucune redevance, ce qui signifie qu'il regardait depuis les gradins quand son invention devint la loi du pays. Il mourut à Alexandria en 1912 et fut enterré au cimetière d'Ivy Hill. La ville donna son nom à une rue. Un second inventeur dans cette histoire mérite la même attention, et son bilan s'est soldé différemment. Andrew Jackson Beard naquit esclave en Alabama en 1849 et fut émancipé à 15 ans. Il cultiva la terre,
dirigea un moulin à farine, travailla comme forgeron et charpentier, et travailla sur le chemin de fer où un accident d'attelage lui prit une jambe. En 1897, il breveta une amélioration de l'attelage automatique, et il vendit les droits pour $50,000, une somme valant largement plus d'1 million aujourd'hui. L'homme qui avait le plus perdu à cause de l'ancien système fut l'un des très rares à avoir été correctement payé pour avoir aidé à y mettre fin. Beard fut intronisé au Temple national de la renommée des inventeurs en 2006, ce qui nous amène à l'attelage sur le wagon de marchandises devant votre fenêtre en ce moment même. Le standard actuel est le type E de l'AARE, adopté au début des années 1930, et son contour est suffisamment proche du profil de 1888 pour que la différence se mesure en fractions de centimètres. Les phalanges en acier de grade A sont conçues pour une traction de service de 113 000 kg et doivent résister à une charge ultime unique de 295 000 kg sans lâcher prise. Une meilleure métallurgie, des tolérances de moulage plus serrées et une grande quantité d'essais de fatigue séparent une phalange moderne de celle de 1893. La forme, non. Il y a une dernière intention moulée dans le design qui mérite d'être connue. La phalange est conçue pour être la pièce la plus faible du train. Une tête d'attelage est un moulage lourd boulonné au châssis du wagon, et une barre de traction arrachée d'un wagon peut finir sous les roues. Alors la phalange est conçue comme un fusible mécanique, délibérément la première pièce à céder quand les forces de traction deviennent trop élevées. Quand elle casse, le train se sépare, la conduite de frein se rompt, les deux moitiés passent en freinage d'urgence, et un membre d'équipage porte une phalange de rechange de 36 kg depuis la locomotive jusqu'au point de rupture le long du convoi, parfois en passant devant 50 ou 100 wagons, par le temps que la nuit a bien voulu fournir. Les rapports de l'industrie estiment les ruptures de phalange à environ 100 000 séparations de trains par an à travers l'Amérique du Nord. C'est un mardi ordinaire dans le transport ferroviaire de marchandises. Ailleurs, le même problème a reçu des réponses différentes. Les wagons de marchandises européens s'attellent encore, pour la plupart, comme dans les années 1890, avec un attelage à vis serré à la main et des tampons latéraux pour absorber la poussée. C'est pourquoi un aiguilleur européen marche encore entre les wagons avec une clé. La Russie et une grande partie de l'ancien réseau soviétique utilisait l'attelage SA3 de type Wilson, un profil automatique différent avec une logique différente. Le Japon choisit la main américaine et, en 1925, convertit sa flotte nationale en un seul changement coordonné. L'Europe travaille depuis un certain temps à un attelage automatique numérique qui joindrait conduite de frein, alimentation électrique et données en un seul mouvement. Le programme de démonstration allemand s'est achevé à Lippstadt le 2 juin 2026, après 6 ans d'essais, avec pour objectif une transition à l'échelle du réseau d'ici 2030 et aucun calendrier de mise à niveau, publié pour environ 400 000 wagons. Donc la main d'acier n'est pas permanente. Elle n'a simplement jamais valu ce que son remplacement coûterait, ce qui, sur 150 ans, a revenu au même. Elaïdjani n'a jamais construit de locomotive, n'a jamais posé 1 kilomètre de voie et n'a jamais vu $1 digne d'être mentionné, provenant de ce qu'il avait créé. Ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une forme. Asseyez-vous au bord d'une ligne principale, n'importe où, en Amérique du Nord, et regardez 1,5 km de marchandises défiler. Et vous regardez plusieurs centaines de copies des mains d'un seul homme, coulées dans l'acier, tenant bon. Le design a survécu aux wagons couverts en bois, à la locomotive à vapeur, aux fourgons de queue et aux compagnies ferroviaires qui l'avaient d'abord acheté. Qu'il survive au siècle en cours est une question ouverte, et la réponse dépendra probablement de la même chose qu'en 1888. Non pas de savoir si une meilleure idée existe, mais de savoir si quelqu'un est prêt à payer pour changer chaque wagon en même temps.